Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des tout derniers films que j'ai pu voir. C'est vrai que ces dernières semaines, avec le confinement, j'ai pu rattraper mon retard sur pas mal d'œuvres et visionner beaucoup de films. Je ne peux pas forcément vous les chroniquer tous, parce qu'à raison d'un article par semaine, je me retrouverai rapidement débordée. Donc, la meilleure astuce que j'ai trouvée pour compenser ce problème et vous parler malgré tous ces films, parce que parmi eux il y a quelques pépites, c'est de vous en parler en vidéo. Pour commencer, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que j'étais dans ma période Al Pacino récemment. Je me suis fait beaucoup de ces films et la plupart je vous ai déjà présenté soit en article, à l'instar de l'article sur The Irishman par exemple. Là je prépare actuellement un article sur Le Parrain, également sur le personnage de Michael Corleone. Je vous en ai aussi cité quelques-uns dans ma vidéo sur les thrillers. Donc il en manque quelques-uns, dont je n'ai pas pu forcément vous en parler. Et ces deux films, ce sont Serpico et The Panic in the Needle Park. Et donc ces deux films, ce sont Serpico et The Panic in Needle Park. Alors pour commencer, Serpico, c'est l'un des tout premiers rôles d'Al Pacino, qu'il a enchaîné directement après Le Parrain. On y suit l'histoire de Serpico, un jeune homme qui va intégrer la brigade de police new-yorkaise, mais qui va rapidement se rendre compte que la police est en réalité corrompue. Forcément, lorsque les personnes qui sont supposées nous protéger, les forces de l'ordre, sont corrompues, il est difficile pour la population d'avoir confiance en eux. C'est pourquoi Serpico, lui, va décider de se battre contre cette corruption. J'ai beaucoup aimé cette figure de Serpico, ce personnage qui décide de se battre et d'aller à contre-courant, parce qu'au final, il va subir du harcèlement, il va subir des menaces de mort même, pour ce qu'il fait. Alors que c'est les autres qui ont tort, je veux dire. Lui cherche à défendre le bien, à restaurer la paix à New York, à restaurer une certaine harmonie dans la police new-yorkaise, mais les autres, eux, préfèrent garder ce système de corruption. Et d'ailleurs, on voit à plusieurs reprises le personnage de Serpico qui refuse des pots de vin face à ses collègues qui, eux, sont plutôt incrédules. Le second film, c'est The Panic in Needle Park. Alors là, pour le coup, c'est le tout premier rôle d'Al Pacino. C'est la première fois qu'on le voit apparaître au cinéma. Il incarne donc un jeune toxico nommé Bobby qui va faire la rencontre d'Hélène. Hélène qui, elle, est une jeune femme dont la vie va mal, elle ne se porte pas très bien, elle est en dépression. Et forcément, lorsqu'elle va rencontrer le chemin de Bobby, ce jeune toxicomane, elle va tomber dans la drogue. Et le problème, c'est que même s'il y a de l'amour entre les deux, c'est un amour qui est toxique. Pas dans le sens où ils se font du mal mutuellement, où ils cherchent volontairement à blesser l'autre, mais plutôt dans le sens où l'un attire irrémédiablement l'autre dans la peine et la souffrance. En fait, Bobby va plonger Hélène dans cette spirale de la drogue et dans toutes les conséquences qu'il peut y avoir autour. C'est-à-dire qu'elle-même va devenir accro alors que de base elle n'avait absolument rien à voir avec ce milieu. Ce qui est terrible, c'est que malgré cet amour qu'ils se portent l'un pour l'autre, ils se font du mal et le seul moyen finalement de rester tranquille et de retrouver un semblant de vie normale, même si évidemment une fois qu'on est rentré là-dedans, c'est difficile de pouvoir en sortir. Voilà, le seul moyen de retrouver une vie normale, ça serait de tout arrêter et de se quitter l'un et l'autre. Le troisième film que j'ai à vous présenter, c'est Battle Royale. J'adore ce principe de Battle Royale où à la fin finalement il n'en reste plus qu'un et les gens doivent s'entretuer pendant tout le film. Donc forcément il fallait que je regarde ce film, ce fameux Battle Royale, le film japonais qui a inspiré tant d'œuvres par la suite. On y suit une classe d'élèves qui a été sélectionnée pour participer au Battle Royale. En fait, on va les emmener sur une île et le but ça va être évidemment de s'entretuer jusqu'à ce qu'à la fin il ne reste plus qu'un. Je vous avouerai qu'au départ, je craignais que ça soit un peu trop expéditif parce que forcément lorsqu'on a 30 élèves à tuer en l'espace de 2 heures, il faut quand même réussir à gérer tous ces personnages, sachant qu'il y a quand même des groupes et des personnages qui se démarquent du reste, qu'on va suivre principalement comparé aux autres, mais globalement, il faut quand même les éliminer, tous ces élèves. Donc je trouve qu'ils ont très bien géré ça dès le début en fait, avant même le début des jeux, que ça soit au moment des explications ou lorsque vraiment le gong sonne. Déjà on voit qu'ils se débarrassent de quelques élèves, donc comme ça permet d'éliminer une petite dizaine pour se concentrer uniquement sur 20 élèves. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir à quel point finalement l'instinct de survie prime sur le reste, prime sur les relations qu'on peut avoir avec ses camarades. C'est-à-dire qu'il y a par exemple les couples qui vont se suicider en sautant d'une falaise, les couples qui vont se pendre, les meilleurs amis qui vont mourir dans les bras l'une de l'autre, d'autres qui à l'inverse vont, dès les premières minutes, vont se mettre à assassiner leurs camarades. Je trouve qu'au final c'est une véritable expérience humaine, et il y a tout ce côté social qui ressort, et le film prouve à quel point finalement quand on est confronté à la mort, comment est-ce que chacun va tout mettre en œuvre pour survivre. Alors sur une note tout aussi meurtrière, je me suis récemment refait un visionnage d'Inglourious Basterds. Pour ceux qui le savent pas, c'est un de mes films préférés, vraiment. C'est mon Tarantino préféré, ça sans aucun doute, et probablement l'un de mes films dans mon palmarès
clairement. Donc Inglourious Basterds, on y suit le destin de plusieurs personnages qui vont s'entrecroiser pendant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple la jeune Shoshana Dreyfus, une jeune femme juive dont la famille a été assassinée, qui va se réfugier à Paris en lançant son propre cinéma. En parallèle, on va aussi suivre l'histoire des bâtards menée par le lieutenant Aldo Raine, donc incarné par Brad Pitt, qui eux sont à commando d'Américains juifs qui sont ici pour tuer des nazis. Et ils vont se retrouver dans le cinéma de Shoshana, bien décidés à exécuter chacun leur vengeance. Inglourious Basterds, c'est un film qui est absolument brillant, que ça soit en termes de dialogue, en termes de construction des personnages, en termes de linguistique même. C'est un film dans lequel de nombreuses langues se croisent. On a du français, de l'allemand, de l'italien, de l'anglais. De toute manière, je suis en train actuellement de rédiger une critique sur le film que je vous posterai sur le blog parce qu'il y a tellement de choses à raconter que je peux pas en 2 minutes expliquer tout mon amour pour ce film. Pour rester dans la thématique Seconde Guerre mondiale, j'ai aussi regardé Where Ends Touch. C'est une romance qui était très mauvaise, on va pas se cacher. Je l'ai regardée parce qu'il y avait George Mackay dedans, qui est l'un de mes acteurs préférés de tous les temps. C'est une histoire d'amour sur fond de Seconde Guerre mondiale, qui donc croise le destin d'une jeune femme ethnicisée, incarnée par Amanda Stenberg, et un jeune homme engagé dans les jeunesses hitlériennes, incarné par George Mackay. Ça reprend les codes de la romance classique, mais juste transposé pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant les années 1940. Mais globalement, je pense que je suis plus le public visé par ce genre de romance. J'ai dépassé cet âge-là malheureusement, même si je pense que quelques années auparavant, j'aurais vraiment adoré. J'ai également regardé La Piel que habito. Alors c'était mon tout premier Pedro Almodovar. C'est assez compliqué de vous expliquer le scénario sans vous spoiler, mais pour vous résumer, c'est le genre de film qui vous retourne le cerveau. En fait, on y suit un brillant chirurgien qui va reconstruire une jeune femme. Du moins, c'est ce qu'on nous présente au début. Et forcément, l'histoire va se construire autour de ça. Si vous cherchez un film vraiment, un bon thriller qui vous retourne le cerveau et qui... ouais, c'est un sacré long métrage, et ben je vous le recommande. J'aimerais aussi vous parler d'Ex Machina de Alex Garland avec Oscar Isaac et Alicia Vikander. C'est un film produit par l'A24 et l'A24 c'est vraiment un studio que j'essaie de suivre de plus en plus. C'est un studio qui a une stratégie assez particulière puisqu'ils investissent dans de tout jeunes réalisateurs qui ont produit des films absolument phénoménaux et absolument rentables en termes de box-office également. Ex Machina, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va être recruté par un brillant ingénieur interprété par Oscar Isaac qui a créé une intelligence artificielle. Et le but de ce jeune homme, ça va être de se rendre au laboratoire d'Oscar Isaac afin de pouvoir tester cette intelligence artificielle, de lui faire passer le test de Turing qui va prouver si cette intelligence artificielle est similaire au cerveau d'un humain ou non. Je vous avouerai que je suis pas une grande fan des films de science-fiction, c'est vraiment un genre que j'aime pas particulièrement, mais celui-ci a cet aspect thriller qui apporte vraiment quelque chose au visionnage et qui change un peu la manière à laquelle on peut percevoir la science-fiction. C'est vrai que la science-fiction c'est un genre qui de prime abord a tendance à se cantonner aux vaisseaux spatiaux, aux éprouvettes, aux tubes à essai, mais quand on voit finalement le nombre de genres auxquels il peut être associé, on peut l'associer à de la romance, à du thriller, donc c'est vraiment un genre qui est multiple et je pense que la manière avec laquelle Garland l'a exploité est très très pertinente et permet de poser un nouveau regard sur ce genre qui a été exploité à maintes reprises au cinéma. L'avant-dernier film que j'ai à vous présenter, c'est celui que j'ai regardé hier soir, c'est Goodbye Lenin avec Daniel Brühl. Donc c'est Daniel Brühl dans le rôle qu'il a propulsé à l'international, ou du moins en Europe au départ. Goodbye Lenin, c'est l'histoire d'un jeune homme, Alex, dont la mère est plongée dans le coma. Le film se situe dans les années 90, donc en 1989, la chute du mur de Berlin, et sa mère est tombée dans le coma quelques semaines avant la chute du mur. Sauf que quand sa mère va se réveiller 8 mois plus tard, l'Allemagne aura totalement changé. Il n'y aura plus de mur, le mur de Berlin aura été détruit, il n'y aura plus de RDA, là où il vivait auparavant. Les Occidentaux également seront venus, tout comme les Américains, afin de ménager sa mère, qui est une fervente patriote, et lui épargner un trop gros choc émotionnel. Alex va décider de recréer un décor digne de l'Allemagne des années 80. Le terme que j'utiliserai pour décrire cette histoire, c'est émouvant. Alex, c'est un personnage qui est absolument incroyable et qui va mettre tout en œuvre pour recréer l'Allemagne telle que sa mère l'a connue. Il va aller jusqu'à retrouver des produits de l'Allemagne de l'époque communiste. Il va chercher des vieux meubles, il va tout mettre en œuvre jusqu'à même enregistrer des faux reportages télévisés. Tout ça dans le but d'aider sa mère et évidemment de ne pas trop l'effrayer. C'est vraiment un feel-good movie, le genre de film qui te donne le sourire et tout du long en fait on rit, on s'émeut face à ces personnages. Et franchement Goodbye Lenin j'avais vu suite à la story de Rita, donc du compte 6 The Movies.
Et bah franchement merci Rita pour la recommandation parce que ça a été un vrai coup de cœur. Et enfin pour le dernier film, on va s'intéresser à un film un peu plus classique mais tout aussi chouette, Fahrenheit 451. C'est une histoire qu'on connaît tous. On a tous déjà entendu parler de cette histoire, de cette fameuse société dystopique dans laquelle on brûle des livres parce qu'ils sont source de connaissances. Et je pense que vous le savez, je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup en le pouvoir de la culture et dans le fait que la culture peut changer les choses, qu'une once de culture ça peut suffire à faire changer les mentalités et à bouleverser une société. Je vous avouerai que désormais Fahrenheit 451 c'est un peu mon œuvre de référence. J'étais très surprise parce que pour moi Fahrenheit 451 j'avais toujours vu une société très futuriste avec énormément d'effets spéciaux et je me suis retrouvée dans un film de la nouvelle vague où tout le monde portait des cols roulés et avait un brushing des années 60. Cet aspect un peu rétro, je trouve que justement ça apporte quelque chose à l'œuvre et on n'est pas dans quelque chose de grandiloquent, dans une œuvre majestueuse avec énormément d'effets spéciaux comme j'ai pu le dire ou avec énormément de travail sur la réalisation. Ici c'est quelque chose de beaucoup plus intimiste où on se concentre beaucoup plus sur les personnages, sur l'ambiance également et j'ai adoré voir cette société moderne mais en même temps assez ancienne. J'ai adoré suivre la prise de conscience de Montag à travers cette œuvre dans cette société qui se veut moderne mais qui pour nous avec notre regard de contemporain est évidemment plus ancienne. Donc voilà, c'en est tout pour les films que j'ai vus récemment. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu peut-être trouver votre bonheur parmi ma sélection. N'hésitez pas à me dire tous les films que vous avez vus récemment en commentaire, vraiment ça m'intéresse. Et si jamais vous avez vu un des films cités ici, n'hésitez pas à venir m'en parler. Sur ce, je vous dis à la prochaine.